Bonjour et bienvenue une fois de plus à l'atelier pour un épisode qui va couvrir ce magnifique revolver de marine modèle 1858, premier type, qui est bien sûr la création d'Eugène Le Faucheux. Donc avant de parler du revolver lui-même, il faut bien sûr parler des munitions qui sont l'invention de son père, Casimir Le Faucheux. Et on ne peut pas parler de lui sans parler des systèmes de cartouches intégrales antérieures bien sûr. Remontons donc à 1812, à Paris, où un certain Jean-Samuel Pauly crée ce qui est essentiellement la première cartouche 100% intégrale. Donc, nous avons un étui qui combine le moyen de mise à feu, la poudre et la balle. À l'époque, bien sûr, c'est une balle ronde. Alors, la toute première version s'agit d'un étui hybride. Donc, nous avons un corps en carton dans lequel vient se visser ce qui s'appelle alors une rondelle, une sorte de culot, qui contient une pastille de fulminant. Souvenez-vous, la capsule qu'on connaît maintenant, l'amorce à percussion, n'existe pas encore. Des composants chimiques, oui, mais pas une amorce. Et une deuxième version où alors nous avons un étui unique. Donc le corps et la rondelle font un seul élément et il y a à nouveau la pastille dans le culot. Et à cette même époque que Pauly crée ce système, il a deux autres armuriers talentueux qui travaillent chez lui. Le premier est un certain Johann Nicolas Dreiser, pas encore von Dreiser, et nous avons aussi un certain Casimir Le Faucheux. Pauly essaye naturellement d'y intéresser Napoléon dès 1812, mais ce fut un échec. Alors, d'un point de vue moderne, c'est peut-être un peu surprenant. Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas sauté sur cette chance d'adopter une arme révolutionnaire? Mais si on réfléchit un peu, c'est plutôt logique. Alors, premièrement, c'est vraiment pas une bonne idée d'adopter une arme révolutionnaire au milieu d'un conflit. Et deuxièmement, il faut savoir que l'arme développée par Pauly pour tirer ses cartouches est bien particulière. Donc, on peut s'imaginer que c'est un système qui utilise un fulminant, donc il y aura un chien qui va frapper directement, ou il y aura un percuteur, mais il n'en est rien. Ce que Pauly a choisi, c'est un système, on va dire, pneumatique. Donc voici une image. Merci à Royal Armouries pour avoir permis de diffuser cette image. Donc nous avons un système à piston. Donc lorsqu'on tire sur la détente, le piston est violemment poussé vers l'avant. Ceci comprime l'air dans le cylindre, qui lui est forcé à travers un petit trou qui est en face de la pastille de fulminant dans la cartouche. Donc cette compression violente fait chauffer l'air et nous avons donc un tout petit jet très concentré d'air chaud qui va frapper le fulminant et c'est ça, c'est la chaleur de l'air qui va créer la combustion. Donc on peut bien sûr comprendre d'un point de vue militaire que c'est un système trop compliqué, trop fragile et trop cher. Suite à la défaite de Napoléon, Pauly vend sa part de l'entreprise à ses partenaires, qui sont alors Henri Roux, Eugène Pinchereau et Casimir Le Faucheux. Et il ensuite émigre en Angleterre, où il continue dans l'arquebuserie quelques années, accompagné de son compatriote déjà établi, Durs Eck, qui en fait est Urs Eck. Et ensuite, il semble avoir abandonné complètement l'arquebuserie, et jusqu'à sa mort, il semble avoir travaillé dans les ballons dirigeables. Malgré le départ de Pauly, le système Pauly en soi continue à être exploité puisque les droits reviennent maintenant donc à Roux, Pinchereau et Le Faucheux. Et chacun apporte leurs petites améliorations, principalement sur les modes de verrouillage de la culasse et des basculements de canon, puisqu'il s'agit plus ou moins d'armes de chasse maintenant. Il y a aussi quelques pistolets. Et donc, dès 1815, le système compliqué de mise à feu pneumatique est complètement remplacé par un système de percuteurs coulissants que nous connaissons encore de nos jours, ceci par roue. Il nous faut maintenant faire un pas qui semble peut-être en arrière, mais je vous assure que c'est vers l'avant. Nous arrivons à 1820 et à cette date, Joseph Eck invente ce que nous connaissons encore comme des amorces, des capsules à percussion. Et donc ça fait réfléchir messieurs Roux, Pinchereau et Le Faucheux. Et nous avons la nouvelle évolution de la cartouche Pauly. Donc, nous avons encore la cartouche intégrale avec le corps et le culot dans un seul élément, mais ce fulminant est maintenant remplacé tout simplement par une cheminée
sur lequel vient se placer une de ces nouvelles capsules. Donc ceci est breveté par Roux en 1823. Et suite à ce développement, la cheminée, qui est l'enclume en fait, et la capsule sont de plus en plus intégrés dans les culots de ces nouvelles cartouches par divers armuriers, et ça aboutit au système à percussion centrale dont il nous reste maintenant que le système Bear-Down et Boxer. Alors curieusement, suite à avoir inventé ce nouvel étui, Roux disparaît des registres armuriers, peut-être est-il simplement décédé. En tout cas, entre 1824 et 1828, Pinchero et Le Faucheux se concentrent sur un autre système. Donc nous avons cette nouvelle capsule et ces cheminées, et ils décident d'enlever la cheminée de la cartouche et de le mettre dans la culasse de l'arme, avec le canon encore mobile, et ça donne naissance à un système qui est une arme à chargement par culasse, mais à mise à feu par percussion classique. C'est très beau tout ça, mais qu'en est-il du système à broche, le système Le Faucheux? Vous êtes là pour ça, non? Alors, on y arrive. Après avoir travaillé sur le système Pauli, Casimir Le Faucheux travaille maintenant pour son propre compte. Nous sommes dans les années 1830, et en 1835, il dépose le brevet pour sa première version de la cartouche à broche, qui n'est pas tout à fait encore la version que nous connaissons aujourd'hui. Si on regarde sur ce dessin, on aperçoit que une face de l'amorce, le fond de l'amorce, où ça peut encore être une pastille de fulminant, est à l'extérieur de l'étui. Et ça veut dire que lorsqu'on chambre l'arme et qu'on frappe la broche, la pastille ou l'amorce est écrasée entre la pointe de la broche et la chambre de l'arme. C'est un peu curieux, mais voilà, ça c'est vraiment la première version. Ensuite, bien sûr, la capsule ou l'amorce est intégrée à l'intérieur de l'étui. Et jusqu'à sa mort en 1852, Casimir Le Faucheux continue à travailler sur en particulier des armes. Donc nous avons des armes de chasse, nous avons des pistolets de tir et aussi des poivrières. Mais pas de revolver, ça c'est l'invention de son fils Eugène Le Faucheux. En avril 1854, Eugène dépose le premier brevet qui concerne ces revolvers à broche. Et on peut constater qu'ils sont fortement inspirés à la fois mécaniquement et esthétiquement par les revolvers Colt que Eugène Le Faucheux a pu apprécier lors de l'exposition universelle de 1851. Mais il faut constater aussi qu'il y a maintenant un chien et un cylindre adaptés aux cartouches à broche, il y a une portière d'éjection, et aussi l'ensemble de leviers et de pistons de chargement sont remplacés par une targette coulissante qui sert pour l'éjection des étuis. La silhouette classique du revolver de type 1854 se trouve, lui, dans le certificat d'addition de décembre 1854, et nous retrouvons la majorité des caractéristiques dans le revolver 1858. On y trouve une baguette d'éjection dotée d'un ressort de maintien qui est montée coulissante dans la console, une portière de chargement munie d'un ressort fermoir pour le maintenir fermé, une goupille de verrouillage qui est liée au basculement du chien fait saillie du rempart pour verrouiller le barillet. Donc, au début, d'après le certificat de 1854, cette goupille prend prise dans des encoches sur la face arrière du cylindre, mais c'est très rapidement remplacé pour prendre prise sur des saillies sur le pourtour de l'arrière du cylindre. C'est dès 1854 que la marine s'intéresse fortement au revolver Le Faucheux. Ils sont justement en train d'entamer des essais pour remplacer leur pistolet à percussion monocoup. Et il faut s'imaginer qu'une arme tirant une cartouche intégrale plus ou moins étanche est fortement attrayante pour le milieu marin. Il faut savoir que comme la majorité des forces navales d'époque, la procuration des armes se fait indépendamment des forces terrestres. Il y a bien sûr des besoins complètement différents. Alors, le 23 décembre 1854, le revolver Le Faucheux, pas encore cette version-ci, mais la première version qu'on voit dans ces brevets, est testé à côté du Colt 1851 et du pistolet britannique Adams. Et malgré la moindre puissance comparée au revolver à percussion, le revolver Le Faucheux est favorisé, mais il y a quelques modifications qui sont quand même souhaitées par la commission. Donc il faut agrandir le diamètre du rempart pour protéger les broches saillantes du cylindre dans les premiers types. Le calibre 9 mm est un peu limite, si ça peut être un peu
agrandi, ce serait super. Et il faudrait aussi d'autres choses qui sont plus ou moins esthétiques. Abaisser la crête du chien pour permettre l'armement plus facile avec une main. Simplification de l'esthétique afin de l'alléger, aussi pour faciliter le nettoyage, comme ça il n'y a pas à creuser dans tous les recoins. Peut-être aussi pour réduire le coût de fabrication, ça j'en sais rien. Et aussi, il est souhaité d'y apporter un anneau de crosse pour la sangle. La production du revolver a lieu à la masse, qui elle-même apporte quelques modifications supplémentaires qui semblent être indépendantes des travaux d'Eugène Le Faucheux. À savoir le renforcement de la tête de chien. Notez que nous avons aussi le cran de hausse intégré à la façon Colt. La fixation du talon du ressort de chien. Donc celui-ci est imbriqué dans le cadre de la poignée. C'est une caractéristique particulière des revolvers de la marine. Et le guidon qui est soudé au canon au lieu d'être sur queue d'aronde. Donc le revolver est la toute première variante qui est suivie ensuite de 3 autres évolutions. Il y a le modèle 1858N où il y a la suppression de 4 des 7 vis d'assemblage de la carcasse par des crochets et la tige d'éjection est fabriquée en acier, celle en fer d'origine étant susceptible de se plier, de se tordre. Celui-ci a encore sa baguette d'origine en fer, mais même avec la baguette en acier, les problèmes de baguette tordue et même brisée persistent. Et pour remédier à ceci, un guide est soudé donc entre le canon et la baguette pour essayer de la protéger. Et ceci est appliqué à partir de 1867 et appliqué à tous les modèles aussi antérieurs lors de leur retour au magasin. Donc celui-là a échappé à cette modification. Et il reste une dernière version qui est le modèle 1858T ou NT. Donc le NT, c'est celui qui a reçu la modification N et T, la version finale. Et là, il s'agit d'une transformation complète du revolver 1858 et 1858N à percussion centrale. Donc pour la cartouche 12 mm à percussion centrale de marine. Et donc pour ceci, la platine et la carcasse sont fortement modifiées pour permettre le tir en double action. Donc cette transformation est chère et arrive assez tardivement, en 1873, alors que la marine a déjà adopté un revolver à percussion centrale, le modèle Le Faucheux 1870. Le revolver 1870 sera le dernier revolver, la dernière arme de poing développée exclusivement pour la marine, car ensuite vient le revolver 1873, donc adopté déjà par l'armée et ensuite forcé sur la marine. Alors, les premières versions pour la marine de ce revolver sont aussi chambrées pour le calibre de 12 mm à percussion centrale, mais suite à l'épuisement des stocks de cette munition, les revolvers de marine sont aussi en 11 mm 73. Le démontage sommaire pour le nettoyage est très facile. Il suffit de mettre le chien sur son cran de sécurité, enlever la vis devant du pontet ici, et simplement dévisser l'ensemble console-canon. Donc l'axe de cylindre est fileté, et c'est intéressant de noter que dans le brevet, le deuxième brevet de 1854, il est noté que la connexion entre la console et l'axe se fait par des tenons. Donc double tenon à baïonnette. À ce jour, apparemment, aucun exemple de verrouillage avec un tenon, aucun revolver a été trouvé avec ce mode de verrouillage. Donc c'est fortement possible qu'il a simplement décidé que simplement fileter l'axe était bien plus facile au lieu de devoir ajuster une connexion à baïonnette. Voici un démontage quasiment complet et en bas nous avons les composants de la platine qui est aussi extrêmement simple. Donc nous avons le ressort du chien, le ressort de la détente elle-même et l'ensemble du chien qui regroupe 3 éléments. Nous avons le chien naturellement qui pivote autour d'une vis ici qui forme son axe. Nous avons la goupille de verrouillage, donc elle a une patte sur le côté qui va à l'intérieur de cette creusure et avec la rotation du chien, elle peut cheminer en avant et en arrière dans une creusure dans la carcasse, ici. Et de l'autre côté,
Donc ça, on va l'enlever. Et de l'autre côté, nous avons le levier d'indexation. Donc ça, c'est comme tous les revolvers, encore aujourd'hui. Qu'en est-il de la précision? Alors honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas réussi à trouver de données officielles sur la puissance, la portée, ni la précision requise. Mais à mon avis, ça ne devait pas être un critère très pesant, car entre sa sélection en 1854 et l'adoption finale le 27 octobre 1857, il y eut toute une série d'essais pour déterminer si ça valait même le coup de rayer le canon. Il faut bien sûr savoir que les armes de poing de marine étaient de toute façon destinées au combat très rapproché, lors d'expéditions côtières, et là où l'infériorité numérique devait être compensée par la puissance de feu de chaque individu. L'abordage classique marin se faisait de plus en plus rare. Quoi qu'il en soit, le revolver semble avoir donné satisfaction durant sa brève période d'utilisation et a participé à de nombreuses campagnes coloniales en Afrique et aussi lors de l'établissement de l'Indochine française. En ce qui concerne la cartouche officielle, d'origine, elle contenait 0,63 g de poudre fine et une balle de 13,5 g. Un chargement qui est plus ou moins équivalent à la première version de la 11 mm 73, juste avec 2 g de plus dans la balle. Mes tests balistiques pour l'instant indiquent une précision, on va dire, suffisante pour toucher facilement une silhouette humaine à 25 mètres, mais ça reste difficile de grouper, donc il y a encore du pain sur la planche. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus au sujet du rechargement, une vidéo sur ma méthode sera publiée prochainement sur notre chaîne parallèle sur Utréon. Allez voir là-bas si ça vous intéresse. Que fait l'armée entre-temps? Refuse catégoriquement d'évoluer avec le temps et se contente de pistolets monocoup à percussion tels que ce 1822 T bis jusqu'à 1873. Le revolver Le Faucheux fut-il réglementaire dans d'autres pays? Alors, en ce qui concerne le modèle 1858 pur, c'est uniquement la marine française qui l'adopte en tant qu'arme réglementaire, mais le revolver 1854 de base fut, lui, adopté par plusieurs pays. Il y a eu aussi un certain succès. Donc, soit c'était le modèle de base, soit il y avait quelques adaptations suivant les besoins du client. Donc, je ne les connais pas tous, mais entre autres, il y a l'Italie, l'Espagne, la Norvège, la Suède. La marine danoise choisit aussi un revolver à broche, mais de conception domestique. Dans la majorité des cas, la commande initiale auprès de Le Faucheux est remplacée par une production domestique sous licence. En ce qui concerne les États-Unis, ce ne fut pas officiellement une arme réglementaire, bien que on observe dans les photos historiques des revolvers à broche, entre autres des revolvers de Faucheux, dans les ceinturons des soldats sudistes et nordistes lors de la guerre de sécession. Je sais aussi que les pistolets Faucheux ont connu un certain succès en Amérique latine, mais j'ignore si ce fut des armes réglementaires. Nous voici donc à la fin de l'épisode. Je remercie une fois de plus Jonathan Ferguson de Royal Armouries, aussi Aaron Newcomer, qui a un magnifique site qui couvre le système Pauli et les munitions de Faucheux aux États-Unis. Vous trouverez un lien dans la description. Et dernièrement aussi Guillaume de Maastricht, qui je pense est l'expert mondial en tout ce qui touche les inventions de la famille de Faucheux. Et c'est grâce à lui que j'ai pu vérifier que je ne vous racontais pas de salade. Donc merci pour votre attention, merci bien sûr pour le soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se reverra très prochainement ici à l'atelier ou au stand.